Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, bonjour tout le monde. Je me présente, je suis Dr Zabir Omar Farouk, je suis maître assistant en maladies infectieuses, en infectiologie au CHU d'Oran. Je vais vous présenter aujourd'hui la conférence de la fièvre typhoïde. C'est pratiquement ma deuxième conférence avec vous, après la première, qui a été déjà assurée le mois de février ou le mois de mars. Le tétanos. Pour commencer, comme plan du cours, tous les plans du cours pratiquement, ils commencent par une introduction, par la description de l'agent pathogène, un peu sur l'épidémiologie, que ce soit l'état épidémiologique, soit en Algérie ou dans le monde entier. La physiopathologie qui est très importante, puis la clinique, les formes cliniques et l'évolution de la maladie sous traitement et sans traitement. Et on va parler un petit peu sur le diagnostic positif et le traitement. Bien sûr, le traitement curatif et le traitement préventif qui est très important en matière de maladies infectieuses. Donc, comme introduction ou généralité, c'est quoi la fièvre typhoïde? C'est une infection qui est due à une bactérie. En maladie infectieuse, il y a des pathologies qui sont dues à des bactéries, des pathologies qui sont dues à des virus, des champignons, des parasites, etc. Donc, notre cours aujourd'hui, ou notre conférence, cette pathologie, elle est due à une bactérie, donc c'est une infection bactérienne. Et cette bactérie, donc il y aura une libération de toxines, et c'est ça qui fait vraiment la gravité de la maladie. Et du coup, on parle de toxi-infection, et cette toxi-infection, elle est contagieuse, donc c'est très important de connaître et de savoir cette contagiosité, parce que quand on parle de contagiosité, c'est pratiquement le même cas que nous vivons tous actuellement, c'est le cas de la Covid-19, qui est une maladie contagieuse, donc la contagiosité est très élevée. Donc quand on parle de contagiosité, la prise en charge, elle est pratiquement différente entre une pathologie ou une maladie infectieuse contagieuse et une maladie infectieuse non contagieuse. Ce qu'il faut savoir, c'est pas toutes les maladies infectieuses qui sont contagieuses. Voilà. Et quand on parle de contagiosité, j'insiste sur ça, sur un truc important, la prise en charge elle est différente. Et le malade nécessite une chambre d'isolement. L'isolement il est obligatoire dans une salle, seul, etc. Et parce qu'il y a le risque pour le perte de contagiosité, que ce soit pour le personnel médical ou pour l'entourage. Donc il n'y a pas les visites sont interdites, etc. Donc, cette pathologie, cette fièvre typhoïde, elle est due à une bactérie. Donc cette bactérie, elle s'appelle Salmonella typhi, qui est bacillodéperte. Parfois, elle est due au Salmonella paratyphi A. Salmonella paratyphi B, elle est rare et exceptionnellement, elle est due au Salmonella paratyphi C. Elle est malheureusement fréquente dans les pays en voie de développement ou les pays sous-développés. Elle sévit sur le plan épidémiologique, elle sévit en Algérie à l'état endémo-épidémique, on la voit durant pratiquement toute l'année, il y a des cas déclarés dans certaines wilayats, avec parfois des pics épidémiques. La dernière épidémie au niveau de l'ouest algérien, c'est l'année passée au niveau de la wilaya de Tlemcen. Elle constitue un problème de santé publique. Ah oui, c'est un problème de santé publique parce qu'elle a un rapport très important avec l'état de l'hygiène, l'état de l'assainissement, etc. Et il ne faut pas oublier, j'insiste sur ça, c'est une maladie à déclaration obligatoire. C'est une maladie à déclaration obligatoire. Donc le réservoir, c'est une maladie qui est humaine, spécifiquement humain. Donc le réservoir il est humain, c'est l'être humain. Et c'est une maladie qui est liée et elle a une relation avec le niveau de l'hygiène, de l'eau, de l'alimentation, donc tout ce qu'on mange et de notre hygiène de vie. La transmission, il y a deux modes de transmission. Il y a un mode de transmission le plus fréquent qui est le mode orofécal, qui est un mode indirect. Donc c'est par ingestion de l'eau et d'aliments souillés.
Et un autre mode qui n'est pas fréquent, donc il représente que 5%. Donc c'est lorsqu'on est en contact avec les selles d'un malade ou un linge mouillé. Cette pathologie n'est pas grave, surtout si on traite à temps, si on fait le diagnostic le plus tôt possible. Parfois, elle est émaillée par certaines complications, et surtout lorsqu'elle touche les terrains, les âges extrêmes, et voire la malnutrition. Donc, pour l'agent pathogène, nous avons dit déjà que c'est une bactérie, donc c'est les salmonelles. Ce sont des entérobactéries donc, qui appartiennent au genre de Salmonella, donc c'est des Salmonella. C'est des bacilles gram-négatives. Ces bacilles gram-négatives, donc elles libèrent leurs toxines qu'après leur lyse, donc après la lyse de la bactérie. Et cette toxine libérée, c'est une endotoxine. Donc il s'agit d'une endotoxine libérée par la bactérie, les Salmonella. Donc et c'est ça qui fait la gravité de la maladie. La bactérie Salmonella typhi ou le bacille des pertes donc, est le plus grave. Par contre, le Salmonella paratyphé, qui est le A ou B, qui est le plus fréquent, ou C, qui est exceptionnel, ne sont pas vraiment graves. Donc, cette bactérie, elle possède des antigènes. Donc, nous parlons de l'antigène H, l'antigène O et l'antigène VI, virulent. Donc, l'antigène H, c'est le flagellaire, l'antigène O somatique, et le dernier, c'est le capsulaire. Sur certaines caractéristiques physico-chimiques ou donc la résistance de cette bactérie, les salmonelles, donc survivent plusieurs jours dans l'environnement et donc elles sont résistants, en particulier dans l'eau à température ambiante. C'est ça qui fait donc la transmission et la contagiosité. Donc elles sont inactivées par les désinfectants classiques, donc l'eau de javel, etc., et par une chaleur supérieure à 70 degrés Celsius. Ah, là, on voit la bactérie en microscopie électronique avec les flagelles. Ah, c'est ça, les salmonelles. Sur le plan épidémiologique, donc en 2018, l'OMS il a estimé entre 11 et 20 millions de cas, 128 000 à 161 000 décès par an. Donc les zones les plus touchées, surtout l'Asie du Sud-Est, et toujours c'est dans les pays, surtout dans les pays en voie de développement. Donc c'est les zones, cette carte elle montre les zones affectées par la typhoïde en avril jusqu'à avril donc de 2015. Vous voyez l'Algérie, elle est toujours donc toujours touchée par des cas déclarés de fièvre typhoïde et surtout là ce que vous voyez en rouge, donc c'est surtout l'Asie du Sud-Est et un peu les pays de l'Afrique, surtout l'Afrique. Donc du centre et un peu le sud de l'Afrique, en épargnant que le Sud-Africa, c'est comme l'Algérie, avec une prévalence moyenne, et l'Amérique latine. En Algérie, il y a toujours des cas de fièvre typhoïde donc déclarés depuis des années, il y a toujours des cas de fièvre typhoïde. Donc sur le plan physiopathologique, c'est très important de connaître et de maîtriser la physiopathologie ou la pathogénie de cette bactérie, comment cette bactérie agit au niveau du corps humain. Donc après une incubation qui est généralement silencieuse, qui va durer entre 1 à 2 semaines jusqu'à 3 semaines, parfois après une ingestion. Donc les germes ils vont se localiser dans la paroi de l'intestin grêle et les ganglions satellites où ils vont se multiplier. Donc après le passage au niveau de l'estomac et après il faut un inoculum important pour qu'il puisse s'échapper à l'acidité gastrique. Donc ils vont se localiser au niveau de la paroi de l'intestin grêle, donc les plaques de PR, donc et les ganglions satellites où il y aura une multiplication. Après cette multiplication, il y aura ce qu'on appelle un sepsis ou une septicémie, ça veut dire une partie déjà va se disséminer dans la lymphe et le sang. Donc nous allons avoir un syndrome septicémique, donc qui est composé de fièvre, splénomégalie et fièvre, splénomégalie. Il faut toujours, après sepsis, il faut toujours chercher des localisations secondaires. Donc, possibilité d'avoir
des localisations secondaires. Une autre partie des germes va être détruite localement au niveau des ganglions mésentériques et il y aura une libération de l'endotoxine. Et nous avons déjà dit que cette endotoxine, c'est ça qui fait vraiment la gravité de cette maladie. Donc, il y aura des atteintes surtout neurologiques, cardiaques et digestives. Il y a des facteurs qui influencent sur la sévérité de la maladie, tels que donc, la virulence de la souche de la bactérie, la quantité d'inoculum ingéré, la durée de la maladie avant le traitement. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours faire un dépistage ou un diagnostic précoce. C'est très important pour l'évolution. Et l'âge de la personne. Donc, tous ces facteurs influencent sur la sévérité de la maladie. Toujours dans la physiopathologie, donc avec un schéma plus explicatif, donc la porte d'entrée digestive, il faut un inoculum qui varie entre 10,5 puissance 5 à 10 puissance 9. Donc, il faut beaucoup de bactéries. Donc, il y aura une localisation et multiplication au niveau de l'intestin grêle, puis traverse la paroi intestinale. Donc, il y aura une élimination au niveau des selles. Donc, on peut faire la recherche de la bactérie par la recherche de cette bactérie au niveau des selles, ce qu'on appelle la pratique de coproculture. Au niveau des ganglions mésentériques, donc les plaques de PR, donc là il y aura une multiplication parfois, puis parfois il y aura une septicémie, soit parfois sanguine ou par voie lymphatique. Donc lorsqu'on parle de septicémie, donc hémoculture, on peut isoler le germe au niveau du sang, dans la circulation sanguine. Donc on peut pratiquer donc des prélèvements de sang à la recherche de la bactérie. Puis on peut avoir des localisations secondaires, au niveau de la vésicule biliaire, au niveau du foie, parfois au niveau du rein. Donc ça c'est pour la physiopathologie. Donc on va passer au tableau clinique. Et la forme commune, qui est la forme, donc la forme commune, c'est pas la forme la plus, ou la forme classique qui n'est pas la plus fréquente. Donc après une incubation généralement d'une semaine à 2 semaines, et cette incubation qui est asymptomatique, parfois associée à une diarrhée fugace après un repas contaminant. Donc généralement l'incubation elle est asymptomatique et silencieuse. Voilà un schéma qui montre la période d'incubation, la durée des symptômes qui peut aller jusqu'à 3-4 semaines. Donc si on ne fait pas un diagnostic à temps, là on fait un retard du diagnostic, la contagiosité qui peut donc rester à partir du 3e jour des symptômes jusqu'à la fin de la maladie. Les hémocultures donc sont positifs pratiquement surtout les premiers jours. La coproculture elle est positive à partir du 5, il y aura donc une élimination du 5e jour jusqu'à la fin. Et si cette élimination elle n'est pas en continu, donc elle est en discontinu. Donc on va parler sur ça après dans le diagnostic positif. Donc après la phase d'incubation qui va durer 1 à 2 semaines, il y aura une phase d'invasion ou appelée premier septenaire. Il y a une autre phase d'état qui est appelée phase donc appelée deuxième septenaire. Le début donc il est insidieux avec une fièvre qui est progressive. Donc on a une fièvre progressive, une fièvre oscillante, ascension d'1 degré le soir et chute d'un demi-degré le matin. Donc pour atteindre au bout d'une semaine, atteindre 39 à 40. Donc c'est le matin 38, le soir 39. Le lendemain, c'est 38,5, puis après le soir, c'est 39,5, etc. Donc, c'est une fièvre oscillante. D'où l'intérêt, donc, tout malade hospitalisé, par exemple, pour une fièvre prolongée ou pour une fièvre, il faut toujours insister sur la courbe de température et surtout sur l'aspect de cette courbe. Donc, la fièvre typhoïde, elle se présente la première semaine par une fièvre progressive, une fièvre oscillante.
Il y aura d'autres signes digestifs, des nausées, de constipation. Donc la constipation, elle peut remplacer les diarrhées, c'est important pendant la première semaine. L'anorexie et les douleurs abdominales. Quelques signes nerveux, donc il faut rechercher toujours des céphalées qui sont rebelles aux antalgiques. L'insomnie, épistaxis, qui est inhabituelle, mais il est très évocatrice, donc il faut bien interroger le malade à la recherche d'un épistaxis. Euh, J'insiste sur une chose, pour retenir donc ces signes cliniques, il faut toujours se rappeler du terme CIVET, donc céphalée, insomnie, vertige et euh, épistaxis était trouble du transit, donc c'est une constipation. Puis l'examen physique qu'il retrouve, lorsqu'on examine notre malade, on va trouver un malade qui est donc faible, qui est asthénique, très asthénique, avec un pouls peu accéléré, dissocié de la température. Donc la température elle s'élève, mais le pouls il est accéléré. Euh, non, non. Là, désolé, un pouls qui est peu accéléré, donc il est dissocié. Donc la température elle s'élève, mais le pouls ne s'accélère pas. Donc une langue savirale, des lèvres sèches, un météorisme abdominal avec une fosse iliaque droite gargouillante et sensible. En dehors de la diarrhée, il faut rechercher une splénomégalie qui fait partie du syndrome septicémique. Donc c'est une splénomégalie qu'il faut la rechercher. Donc on examine le malade, dépassant donc la rate, donc une rate qui dépasse légèrement le rebord costal. C'est une rate donc qui est ferme et non douloureuse. Donc c'est une rate d'une d'un syndrome septicémique. Quelquefois, on trouve des râles bronchiques. La troisième phase, ou la phase d'état, ou ce qu'on appelle appeler la phase du deuxième septenaire, donc la symptomologie, elle devient plus riche. Là, on peut faire le diagnostic le plus facilement possible. Donc l'état général est très toujours altéré. Le malade est pâle. Avec là, la fièvre, elle devient, tout à l'heure, elle était, la fièvre, pendant la première semaine, donc c'est une fièvre progressive oscillante. Là, la fièvre, elle devient donc en plateau à 39-40, le malade asthénique avec un visage toxique et des lèvres fuligineuses. Les signes nerveux, toujours les céphalées qui persistent, qui sont rebelles au traitement. Le typhos, donc il faut retenir que le malade, il devient apathique, il devient indifférent, prostré, il délire avec l'inversion du sommeil, donc il veille la nuit, il dort le jour, et des mouvements dits carphologiques, donc c'est des mouvements, donc faut chercher, le malade il cherche à attraper des choses ou des objets imaginaires. Donc nous avons la fièvre qui est en plateau, le typhos, deuxième signe, parce qu'il y a 5 signes cardinaux au niveau de la phase d'état. Donc la diarrhée fétide, donc elle est ocre en jus de melon, avec toujours des signes digestifs, l'anorexie et une langue saburale. Le pouls il est toujours dissocié par rapport à la température, donc la température est très élevée, mais le pouls il est toujours dissocié. L'examen physique, donc un météorisme abdominal avec toujours une fosse iliaque droite gargouillante et sensible. La splénomégalie, donc toujours, elle persiste avec une splénomégalie modérée, molle, non douloureuse, parfois associée à une hépatomégalie qu'il faut rechercher à l'examen physique. Les taches rosées lenticulaires, elles sont inconstantes mais pathognomoniques. Donc si on arrive à l'examen physique à trouver ces taches rosées lenticulaires, donc c'est un signe pathognomonique de la fièvre typhoïde. Donc il faut toujours d'emblée dire que il s'agit d'une fièvre typhoïde parce que c'est un signe pathognomonique, mais malheureusement il est inconstant. Donc c'est quoi ces taches rosées lenticulaires? Donc c'est des petites macules rondes de 2 à 3 mm, roses, s'effaçant à la vitropression, et il faut les rechercher sur l'abdomen, la base du thorax, les flancs, et c'est donc évoluant par poussée. Donc ils apparaissent puis ils disparaissent. Il faut rechercher l'ulcération de Duguay. Donc l'ulcération, c'est des ulcérations verticales ovalaires sur les piliers antérieurs du voile du palais
Donc cette ulcération ou cette angine de Duguay, elle est rare. Donc l'examen, la phase d'état, donc il fièvre un plateau, le typhos, la diarrhée phytique, la splénomégalie, les taches rosées lenticulaires et l'ulcération de Duguay. Voilà ce qu'il faut. Voilà, donc là, je vous montre donc une image des taches rosées lenticulaires, donc des petites macules, voilà, des tubules roses qu'il faut rechercher au niveau de l'abdomen, la base du thorax, les flancs évoluant par poussée, mais c'est des taches pathognomoniques de la fièvre typhoïde. L'évolution. Donc l'évolution, la mortalité sous traitement et vraiment sous antibiotiques, elle est rare. Pourquoi? Parce que nous avons des antibiotiques qui sont très très efficaces avec peu de résistance à ces antibiotiques. Si on traite pas le malade, donc le malade il évolue ou la maladie elle évolue vers un troisième septenaire. Et donc septenaire, ce septenaire, c'est le septenaire ou la phase des complications. Donc et la fièvre elle devient anarchique. Pour les formes cliniques, donc nous avons les formes compliquées. Donc il y a deux grands mécanismes. Tout à l'heure, nous avons parlé au chapitre de physiopathologie, nous avons parlé de septicémie et nous avons parlé de libération de toxines. Donc nous avons donc les complications pas trop fréquentes, les complications septiques. Donc nous avons une hépatite bactérienne qui est une hépatite donc typhique qui représente 10% des cas. On peut avoir une atteinte au niveau de la vésicule biliaire, donc une cholécystite qui représente max 0,5 à 2% des cas. Plus rare, on peut avoir une atteinte articulaire ou osteoarticulaire, donc il s'agit soit d'une ostéite ou là une ostéoarthrite. Pour les complications toxiniques, donc nous avons donc ce qui sont dues à la libération de ces toxines et donc la libération des endotoxines. Donc nous avons des complications intestinales, donc digestives, des complications cardiaques et des complications cérébrales. Ce sont des complications très très graves. Pour les complications intestinales, on peut avoir donc deux types de complications, soit une hémorragie, soit une perforation. Pour l'hémorragie donc digestive basse, donc elle peut être caractéristique. Donc c'est l'émission du sang rouge vif. Et la deuxième complication, la perforation. Donc nous avons soit une perforation sténique, donc le diagnostic il est facile, donc ne pose aucun problème. C'est ce qu'on appelle donc le ventre en bois. Donc le malade quand il vient avec une péritonite, un ventre en bois. C'est ce qu'on appelle la perforation sténique. Pour la perforation asténique, là le diagnostic il est difficile parce que le tableau clinique n'est pas vraiment très franc. Donc, on aura une sensibilité de l'abdomen avec absence du ventre en bois. Sauf quand on fait donc l'ASP, l'abdomen sans préparation, à la radio, donc on trouve un croissant gazeux sous-diaphragmatique, on trouve donc un pneumopéritoine. Donc c'est ça parce que l'abdomen tellement il a lutté, donc il y aura donc relâchement musculaire et disparition du ventre en bois. Et même pour la perforation sténique, il ne faut pas qu'il faut faire un ASP pour confirmer le diagnostic et rechercher le croissant gazeux en dessous diaphragmatique. Et là, il faut faire appel à la chirurgie, donc il faut opérer le malade le plus tôt possible pour traiter cette péritonite. Pour deuxième complication, qui est la complication cardiaque, donc qui est la myocardite. Généralement, c'est la myocardite avec des troubles du rythme, troubles de la conduction. On peut aller jusqu'à choc cardiogénique qui est très très grave et on peut perdre donc le malade par un choc cardiogénique. Les complications cérébrales, surtout la cérébrite ou l'encéphalopathie ou parfois le typhos qui confine au coma, donc peut être associé à des troubles psychiques. Ça, c'est donc tout ce qui est complications de la fièvre typhoïde. Donc je répète que il y a deux types de complications. Donc ce sont donc deux mécanismes septicémiques, donc les complications septicémiques, hépatite, cholécystite et quelques atteintes osseo-articulaires et les complications toxiniques qui sont dues à cette libération de cette endotoxine. Donc nous avons les complications intestinales, hémorragie, perforation et complications cardiaques, la myocardite et cérébrale, la cérébrite. Donc voilà
le diagnostic. Donc, en matière de maladies infectieuses, le diagnostic positif, il est basé sur des arguments épidémiologiques, des arguments cliniques, des arguments paracliniques, biologiques. Donc, pour les arguments épidémiologiques, il faut toujours une notion de séjour en zone d'endémie ou une zone d'épidémie de fièvre typhoïde. Et il faut une notion de cas similaires dans l'entourage, soit les amis, soit le lieu du travail, des cas similaires où, par exemple, dans une caserne, plusieurs cas dans le même lieu, ou dans une prison, ou dans une école. Donc, il faut toujours des cas, ou dans le même quartier, il faut toujours des cas similaires. Pour les arguments donc cliniques, donc vous voyez que c'est une fièvre d'installation progressive ou qui devient un plateau, un pouls qui est dissocié par rapport à la température, la fièvre, la fosse iliaque qui est gargouillante, spllénomégalie, des taches rosées-longiculaires qui sont pathognomoniques de la maladie, le typhos, la cérébrite et l'épistaxis. Pour les arguments biologiques, nous avons des arguments d'orientation et des arguments de certitude. Pour les arguments d'orientation, donc la NFS, la numération formule sanguine, donc elle montre une leucopénie, une leuconeutropénie, elle montre une thrombopénie parfois. Et si on trouve par exemple une hyperleucocytose, donc là il faut vraiment rechercher une complication, c'est surtout une complication type perforation, etc. La VS elle est un peu élevée, par contre nous avons une cytolyse hépatique modérée avec une élévation modérée des LDH. Pour la cytolyse, c'est une élévation modérée des alates. Pour poser le diagnostic de certitude, donc il faut faire des prélèvements. Il faut faire donc des prélèvements, donc la bactériologie. Donc il faut vraiment isoler la bactérie. Et donc la bactérie responsable qui est Salmonella typhi par culture. Donc il faut l'isoler dans le sang dans la maladie ou dans les selles après une semaine. Donc pour l'hémoculture, donc la positivité est plus fréquente la première semaine, la deuxième semaine, et elle diminue par la suite. Et elle est constamment positive en cas de rejet. Donc si on fait des prélèvements, donc soit au niveau du sang ou la moelle osseuse, hein, donc la moelle osseuse ou au niveau du sang. Donc première semaine, l'hémoculture elle est très sensible, donc elle peut revenir à 90%, peut revenir positive à 90%. Et cette sensibilité, elle diminue avec le temps. Si on fait donc la recherche de la bactérie la deuxième semaine, la sensibilité, elle diminue à 75%, puis à 40% la troisième semaine, puis à 10% la quatrième semaine. Donc il vaut mieux, une fois on a un malade qui présente une fièvre et on suspecte une fièvre typhoïde, il vaut mieux l'hospitaliser, l'isoler et commencer à faire l'investigation, donc et faire des prélèvements, donc soit au niveau du sang ou la moelle osseuse, et l'hémoculture, donc il y a des conditions pour pratiquer une hémoculture. Donc, il faut la faire au moment du pic fébrile ou donc une hyperthermie ou une hypothermie. Il faut respecter la sepsie, les conditions de la sepsie rigoureuses. Il faut faire un prélèvement veineux, il faut faire entre 20 et 30 cc au moment du pic fébrile. Il faut donc respecter la sepsie. Anaérobie, il faut demander un antibiogramme. Il faut orienter le microbiologiste ou le laborantin à la recherche d'une Salmonella typhi. Il faut toujours remplir la fiche de renseignement bactériologique. Ça, c'est pour l'hémoculture. Pour deuxième prélèvement, deuxième examen qu'on peut faire, donc c'est la coproculture. Nous avons parlé tout à l'heure en physiopathologie sur l'élimination des selles au niveau de la bactérie au niveau des selles, donc l'élimination des salmonelles. Par contre, elle est intermittente, donc elle n'est pas en continu. Donc la coproculture, elle doit être répétée et peut rester positive après traitement. Donc elle signale un portage biliaire ou intestinal, donc un portage chronique. Et parfois, ce portage, c'est lui qui cause une épidémie ou
voilà, une épidémie. Donc, donc donc pour faire le diagnostic positif, il vaut mieux faire des hémocultures. Par contre, la coproculture, c'est surtout pour donc pour savoir le portage chronique et pour la guérison. Donc, en fin de traitement, elle est un bon moyen de s'assurer que le malade n'est pas devenu un porteur chronique. Et il faut faire 2 coprocultures à 48 heures d'intervalle. Si les 2 reviennent négatifs, donc on peut déclarer le malade guéri. Et on peut faire la culture d'urine et des prélèvements de la moelle osseuse sont également possibles. Pour ça, la sérologie de Vidal et Félix, donc elle est peu contributive. Elle doit être vraiment abandonnée parce que vu sa sensibilité qui est très faible comme sa spécificité, avec de fausses positives, donc des faux positifs, beaucoup de faux positifs, en cas d'autres maladies infectieuses telles que les salmonelloses nontifiques, l'hircinose, les typhos et paludisme, ou parfois par d'autres causes non infectieuses, surtout les dysglobulinés. Donc, on recherche surtout l'anticorps anti-O qui apparaît, ces anticorps apparaissent à partir du 8e jour, s'élèvent rapidement et décroissent vers le 30e jour. Ils disparaissent entre 2 à 3 mois. Et les anticorps anti-H sont détectables à partir du 12e jour, s'élèvent rapidement et décroissent lentement pendant des années. Donc pour juste le titrage, il faut avoir un anticorps anti-O supérieur à un titre supérieur à 1 sur 100. Et pour l'anticorps anti-H, un titrage supérieur à 1 sur 200. Comme diagnostic différentiel avec la fièvre typhoïde, comme donc elle fait partie des maladies qui présentent une fièvre au long cours, une fièvre prolongée, donc ou parfois une fièvre aiguë qui passe à la chronicité, donc une fièvre prolongée. Donc on peut penser à un paludisme, les rickettsioses, les leptosporose, la shigellose, méningite, donc même la grippe, la brucellose et la mononucléose infectieuse. Donc pratiquement toutes les pathologies infectieuses qui peuvent donner une fièvre, surtout une fièvre subaiguë à prolonger. On peut penser à une fièvre typhoïde. Voilà, tout ça, c'est donc nous avons vu la physiopathe, la bactério, l'épidémio, la clinique et comment isoler la bactérie, comment faire le diagnostic. Et là, à la fin, il faut traiter. Voilà, il faut donner un traitement efficace. Hein. Donc, le traitement, hein, donc c'est un traitement spécifique qui fait appel où il repose sur l'antibiothérapie. Et l'antibiothérapie, donc, elle fait appel à des molécules actives in vitro sur les salmonelles et ayant une bonne diffusion lymphatique intracellulaire et une bonne élimination biliaire. Donc, comme nous avons parlé de cholécystite et portage chronique au niveau de la vésicule biliaire, etc., il faut des antibiotiques qui ont une bonne élimination biliaire sous forme active et tient compte initialement avant les résultats de l'antibiogramme. Malheureusement, en Algérie, surtout avant, nous avons un grand problème avec le laboratoire, l'antibiogramme, etc., etc., surtout pour tester donc, la sensibilité et la résistance de la bactérie au traitement parce que comme il y a eu des résistances aux Salmonella typhi, surtout par rapport aux fluoroquinolones chez des malades en provenance de l'Asie, du Sud-Est, de l'Inde, etc. Donc la voie orale est utilisée chaque fois que possible, donc il faut traiter par voie orale. Donc l'antibiotique, donc il repose, donc nous avons les phénicolés, donc tout ce qui est thionphénicol, chloramphénicol. Donc c'est des antibiotiques qui ont une bonne activité et avec une bonne diffusion lymphatique et biliaire. Le problème c'est que cette famille elle a été retirée du marché, que ce soit en Algérie ou en Europe, il y a eu donc l'apparition d'autres antibiotiques qui ont la même efficacité avec mieux de tolérance, avec moins d'effets secondaires. Donc, pour les phénicolés, donc toxicité hématopoïétique qui sont contre-indiqués en cas de la grossesse et chez le nouveau-né. Pour la deuxième famille, on peut faire appel au PNA, donc tout ce qui est amoxicilline, pénicilline, mais on utilise l'amoxicilline parce qu'il est mieux absorbé au niveau intestinal par rapport à l'ampicilline. Ils sont contre-indiqués qu'en cas d'allergie au bêta-lactamine. Donc, comme troisième famille, on peut faire appel au Bactrim que vous connaissez tous, donc, qui est composé de deux
molécules, et donc sulfaméthoxazole et trimethoprim. Donc le Bactrim, il a une très bonne activité. Par contre, il a quelques effets secondaires qui ne sont pas vraiment très très importants. La toxidermie, oui, en cas d'allergie, oui. Et l'anémie par déficit en folate, si on le prend pendant plusieurs semaines. Il est contre-indiqué, donc c'est pas vraiment une contre-indication absolue. On peut l'utiliser en cas où vraiment on ne trouve pas une autre alternative, en cas de contre-indication, la grossesse. Un autre antibiotique qui est efficace, donc c'est la quatrième famille, il fait partie des céphalosporins de troisième génération. Donc le mieux utilisé et le plus recommandé, c'est la rosifine, c'est le ceftriaxone, qui a une très bonne activité. Le ceftriaxone en Algérie, il était disponible pendant des années et des années, mais ça fait une année qu'on l'a pas vu au niveau des hôpitaux de l'Algérie. Je sais pas, il le ramène plus, on ne sait pas. Donc c'est un très bon antibiotique. Il est contre-indiqué en cas d'allergie aux céphalosporines. Voilà, une autre famille, fluoroquinolone ou les quinolones du deuxième génération. Donc, nous avons surtout le ciprofloxacine. Donc, nous avons ciprofloxacine et l'ofloxacine qui ont une très très bonne activité et sont très utilisés des pays développés, surtout les fluoroquinolones et les céphalosporins troisième génération, donc la rosifine ou ceftriaxone, c'est les deux familles très utilisées au niveau des pays développés par rapport au sulfaméthoxazole, trimethoprim et l'amoxy, ce sont utilisés au niveau des pays sous-développés ou en voie de développement. En dernier lieu, il y a eu donc l'azithromycine, donc utilisé on peut l'utiliser donc à 10 mg par kilo par jour sur donc une seule prise pendant 7 jours. Donc très efficace que les fluoroquinolones dans le traitement, donc surtout dans le traitement des fèves typhoïdes non compliquées. Donc une fois non compliquées, donc on peut utiliser ou faire appel à l'azithromycine. Vous savez, l'azithromycine, c'est un antibiotique qui fait partie des macrolides. Nous avons beaucoup parlé de cette molécule ces derniers temps, surtout depuis le mois de février, mars, après l'apparition de la pandémie de la COVID-19. Il est très très utilisé sur une grande échelle, échelle internationale. C'est pour traiter la COVID-19 en association avec donc l'hydroxychloroquine. Donc c'est le même traitement. Donc il y a eu comme noté bene ou comme observation, donc la résistance observée au chloramphénicol qui fait partie des phénicolés, le cotrimoxazole qui est le Bactrim et l'amoxicilline et même au fluoroquinolone, surtout en Inde et en Asie du Sud-Est. Donc comment traiter le malade? Donc comme nous avons dit que c'est une pathologie, c'est une maladie, la fièvre typhoïde, donc elle est très contagieuse, donc, et le malade il est très asthénique, donc il faut un repos au lit avec une alimentation liquide, il faut isoler le malade et commencer l'antibiothérapie en Algérie. Donc en première intention, comme tous les pays en voie de développement, on commence par le Bactrim, donc à dose faible, 400 de sulfaméthoxazole et 80 de trimethoprim, donc 4 à 6 comprimés par jour. Et chez l'enfant, 30 mg par kilo par jour de sulfaméthoxazole chez l'enfant pendant 15 jours. Comme alternative, donc l'amoxicilline 4 à 6 grammes, thiophénicol 2 à 3 grammes par jour, mais malgré, donc il ne faut pas trop tenir compte de la thiophénicol parce qu'elle est retirée du marché. Donc nous en Algérie, on commence par le Bactrim, on peut le remplacer par l'amoxicilline. Parfois on peut même faire appel au ceftriaxone. Malheureusement, on ne l'a pas vu depuis une année. Donc, à 60 mg par kilo par jour, sont dépassés 4 mg par jour, 2 mg matin et 2 mg soir pendant 5 jours. Donc, le, le, juste une information, c'est que le traitement, la durée de traitement, c'est très important par rapport au Bactrim, l'amoxicilline qui est une durée un peu plus longue. Donc, le malade c'est une durée de traitement de 15 jours. Par rapport, si on la compare par rapport au ceftriaxone, par rapport au ciprofloxacin, etc., c'est 5 jours à 7 jours. Donc, si on traite par le ceftriaxone, c'est 5 jours, que 5 jours de traitement. Ça veut dire on va diminuer le coût de l'hospitalisation. On va, voilà, dans les pays développés, l'adulte
On peut donc donner l'ofloxacine 200 mg, on peut donner le ciprofloxacine 500 mg 2 fois jour pendant 5 à 10 jours. L'enfant et la femme enceinte, donc il vaut mieux donner le ceftriaxone qui est très très bien toléré, 75 mg par kilo par jour pendant 5 jours. Pour le traitement, donc ça c'était pour le traitement, donc traitement spécifique. Pour le traitement associé, donc en cas de signes, de complications, de signes toxiniques majeurs, ou neurologiques majeurs, donc tout ce qui est encéphalite, cérébrite, myocardite, enfin même une thrombopénie d'origine immunologique, on peut donner donc les corticoïdes, la prédnisone à raison de 1 mg par kilo par 24 heures. Pour le traitement adjuvant, on peut donner l'atropine en cas de myocardique avec une bradycardie ou un bloc auriculo-ventriculaire. On fait appel aux grosses molécules en cas de collapsus cardiovasculaire hypovolémie en choc cardiogénique. Pour l'hémorragie intestinale importante, donc il faut faire une formule pour voir le taux d'hémoglobine. Donc si l'hémorragie elle est importante et le taux d'hémoglobine est une anémie importante, donc il faut pas oublier de transfuser le malade. Le traitement, parfois le traitement chirurgical des complications. Par exemple, nous avons tout à l'heure parlé de tout ce qui est péritonée, donc perforation sténique ou asthénique. Il ne faut pas oublier d'opérer le malade. Donc, sur le plan donc, général, après le traitement, une surveillance clinique et biologique donc, elle s'impose. Donc, il faut toujours un suivi de la température, de la pression artérielle et du pouls. Donc, et toute accélération du pouls doit faire craindre une complication. Donc, auscultation cardiaque à la recherche d'une donc modification du rythme cardiaque ou de l'apparition d'un souffle cardiaque, etc. Observation des selles et l'examen de l'abdomen à la recherche d'un ventre en poids, etc. Et une surveillance biologique, contrôle de l'hémogramme, surtout l'hémoglobine et le taux de plaquettes. Et après l'arrêt du traitement, donc les critères de guérison, c'est 2 coprocultures à 48 heures d'intervalle, donc qui sont recommandés pour affirmer l'absence d'un portage chronique de la bactérie. Donc, pour le traitement préventif, donc c'est comme pratiquement toutes les maladies à transmission hydrique. Donc, j'insiste sur la déclaration obligatoire. Donc, il faut déclarer la maladie ou le malade aux autorités sanitaires pour qu'une enquête épidémiologique sera déclenchée par la suite. Donc, il ne faut pas oublier, j'insiste sur l'isolement du patient jusqu'à la deuxième coproculture négative, ça veut dire jusqu'à la déclaration de la guérison, et l'hygiène. Donc, le traitement préventif, il est basé sur l'hygiène qu'il faut améliorer. Donc, il faut améliorer la quantité de l'eau potable, la qualité plutôt de l'eau potable. Il faut entretenir les réseaux des égouts, les stations d'épuration et l'hygiène alimentaire, donc lavage des mains, le lavage des mains. La vaccination n'est pas recommandée en Algérie. Elle est utilisée donc, dans certains pays, si épidémie, et surtout chez des populations spécialement exposées, les militaires, le personnel hospitalier, le personnel du laboratoire. Il y a un vaccin atténué oral qui existe depuis longtemps avec un vaccin parentéral VI. Donc, pour l'adulte et l'enfant pour le vaccin atténué oral pour l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans, efficace, l'efficacité entre 40 à 78%. Il est contre-indiqué chez les immunodéprimés, et le vaccin parentéral injectable qui est appelé Tifimvi, donc pour l'adulte et l'enfant de plus de 2 ans, avec une efficacité autour de 70%. Donc pratiquement les deux, ils ont la même efficacité. Donc c'est pas vraiment très efficace. Récemment, donc en décembre 2017, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a présélectionné le premier vaccin conjugué. Donc ce nouveau vaccin, il confère une immunité de plus longue durée que les anciens vaccins. Donc les anciens, c'était 2-3 ans maximum. Moins de doses et peut être administré à partir de l'âge de 6 mois.
Donc ce vaccin sera destiné en priorité aux pays les plus touchés par la fièvre typhoïde, ce qui contribuera à réduire l'utilisation des antibiotiques et ainsi à ralentir la progression de la résistance du bacille Salmonella typhi ou de la bactérie. Donc pour conclure, et ce qu'il faut retenir, donc cette maladie ou fièvre typhoïde qui est due au Salmonella typhi, euh, donc il faut penser à une fièvre typhoïde en cas d'une fièvre qui persiste ou fièvre inexpliquée qui persiste plus d'une semaine. Il n'y a pas vraiment un taux élevé de décès, seul en cas de forme compliquée. Pour poser le diagnostic, c'est surtout par la pratique des hémocultures, donc la recherche des bactéries au niveau du sang ou la moelle osseuse. La sérologie, elle est vraiment abandonnée dans les pays développés. La coproculture, il n'a pas d'intérêt sauf en cas de porteurs chroniques, la recherche des porteurs chroniques ou pour déclarer la guérison, c'est important. Et les complications, il y a deux mécanismes, toximiques et septicémiques. Et à la fin, il y a le traitement. Puis on va finir par quelques QCM qu'il faut les lire, il faut répondre. Voilà, on va les faire ensemble. On va les faire ensemble. Donc là, retenez là où les propositions exactes concernant les fièvres typhoïdes. Donc les formes graves sont dues au para A. Ça c'est faux. Nous avons dit que les formes graves sont dues aux fièvres typhoïdes Salmonella typhi. Ce sont des septicémies d'origine lymphatique. Ce sont des toxi-infections. Oui, toxi-infections. Septicémie d'origine lymphatique. La numération, donc elle montre une lymphopénie. Nous avons parlé d'une leuconeutropénie. Et l'immunité conférée pour le vaccin TAB est complète. Non, c'est faux. Donc, les propositions exactes, c'est la B. C'est une septicémie qui est d'origine lymphatique parce qu'il y a une libération donc, de la bactérie, une multiplication de la bactérie au niveau des compléments mésentériques, etc. C'est une toxi-infection donc une infection avec libération de toxines. Pour la deuxième, le meilleur examen pour faire le diagnostic de fièvre typhoïde au début, c'est pas la formule, c'est pas l'ECG, c'est pas le sérodiagnostic de Vidal, c'est pas le prélèvement de gorge. Donc, aucune. Voilà. Dans la première semaine de l'évolution d'une fièvre typhoïde, la première semaine, les mois suivants doit être mis en œuvre de façon systématique et en priorité. La première semaine, première semaine, nous avons parlé d'une sensibilité très élevée pour l'hémoculture, donc il faut faire une hémoculture. Une autre question, donc après un traitement correct d'une fièvre typhoïde, un sujet reste porteur salmonelle, que doit-on rechercher? Nous avons parlé de lithiase tout à l'heure, d'une cholécystite avec un problème de lithiase biliaire, donc la lithiase biliaire, il ne faut pas rechercher un abscesse splénique ou un ulcère de l'estomac ou un diverticule de Meckel ou un abcès appendiculaire, il faut rechercher donc une lithiase biliaire. Enfin, on arrive même à faire une cholécystite pour les personnes qui présentent donc un portage chronique. Le traitement efficace des fièvres typhoïdes peut être réalisé par la pénicilline, non. L'ampicilline ou l'amoxicilline, oui. Les chloramphénicol, oui. C'est déphinicolé. Sulfapitoxatributoprim, le Bactrim, oui. Gentamicine, non. Donc A, B, C, D plutôt. Parmi les éléments suivants, indiquez celui ou ce, ça veut dire plusieurs, qui vous paraît ou paraissent évocateurs avec ou sans S, d'une fièvre bien qu'il ne soit pas spécifique. Donc, température plateau, c'est spécifique. Donc, voilà. L'éruption vésiculeuse, non. Nous avons parlé de taches rosées lenticulaires, donc c'est des petites macules, etc. C'est pas des éruptions vésiculeuses. Dysphagie, non. Nous avons parlé de l'angine de Duguay, douleur articulaire, non. Splénomégalie, oui. Splénomégalie, oui. Donc, nous avons la température plateau et la splénomégalie qui fait partie du syndrome septicémique ou le sepsis. Parmi les examens complémentaires suivants, le ou lesquels permettent de poser avec certitude diagnostic de fièvre typhoïde avec certitude l'hémoculture, oui.
Recherche d'antigènes solubles circulant, non. Coproculture, oui. Hémogramme, pas le diagnostic de certitude quand même. Il nous oriente, oui. Intradermal réaction à l'antigène spécifiquement. Donc nous avons la coproculture et l'hémoculture. Au cours du fief typhoïde, quels sont les signes ou les complications qui ne relèvent pas ça veut dire qu'ils ne relèvent pas de l'inondation ontotoxinique, ça veut dire qu'ils ne relèvent pas d'une origine toxinique, l'endotoxine de l'organisme, la bradycardie. Donc il y a, oui, la perforation digestive, oui, le typhus neurologique, oui, collapsus cardiovasculaire, oui, il n'y a que splénomégalie qui relève des complications, donc c'est tout ce qui est, donc c'est le syndrome septicémique ou le sepsis. Les autres, c'est des complications d'origine toxinique. Eh ben, je vous remercie beaucoup et voilà, je vous souhaite bonne chance, hein. Je vous souhaite bonne chance pour vous et je vous remercie.